Parfait. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Écoutez, je profite de la fin du mois de janvier également pour vous souhaiter une très bonne année 2020. Je pense que je connais certains d'entre vous, mais j'ai pas eu l'occasion de tous vous appeler ou vous souhaiter une bonne année. J'espère que 2021 sera une très belle année pour tous, malgré le contexte. Maintenant, on va dire, on connaît un peu les rails, on ne sait pas exactement où on va, mais au moins on a déjà vécu, donc on sait à peu près comment ça va fonctionner dans les mois qui viennent. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la manière de concentrer votre valeur ajoutée sur les achats stratégiques et de trouver des solutions pour gérer les achats spot. On parle aussi d'achats sauvages, des achats de classe C, voire de classe B. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment je peux gérer toute cette infinité de fournisseurs avec des montants relativement faibles par rapport à mes fournisseurs stratégiques et sur lesquels je dois néanmoins mener des actions à minima de contrôle quand je ne suis pas capable de faire des actions de génération d'économie pure. Je me présente, moi je suis Olivier Audinot, je suis donc le fondateur de BME Consulting que j'ai créé maintenant il y a 8 ans, en 2012. J'ai une expérience d'acheteur, de responsable achat dans des sociétés internationales comme General Electric, United Technologies ou le groupe SEB. Et donc, depuis 2012, je dirige BME Consulting, où on a vraiment vocation à s'axer sur l'optimisation des achats spot et la digitalisation des achats. Alors, je vous présente brièvement qui nous sommes. Aujourd'hui, BME, c'est 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait une grosse croissance encore en 2020, plus 160% de croissance. On gère plus de 200 millions d'euros de transactions en 2020, à la fois sur la partie externalisée, sur la plateforme digitale. Et BME, c'est 30 collaborateurs répartis dans plusieurs pays, le siège étant à Lyon. Donc, on est très lyonnais et on a vraiment cette volonté de couvrir la France correctement, mais on est aussi basé en Suisse, en Belgique, en Tunisie. Moi-même, aujourd'hui, je vous parle de Toronto, où je dirige la cellule à Toronto pour couvrir l'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, devant ma fenêtre, j'ai beaucoup de neige et il fait en température ressentie à peu près moins 21 degrés. Donc le confinement, en fait, il est relativement simple ici. Et on a également des partenaires en Chine et en Tunisie sur lesquels on s'appuie pour les déploiements internationaux. Pour vous donner un ordre d'idée, on couvre beaucoup d'industries, plutôt les industries, on va dire, un peu lourdes et techniques, la pharmaceutique, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et la maintenance, donc y compris vraiment cette maintenance terrain des responsables de chantier, des chargés d'affaires. Et puis ensuite, tout un ensemble d'industries connexes comme Poma, Arc, Corning, Procter Gamble, Vica, où on va couvrir également toute cette partie optimisation des flux, optimisation des achats spot. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails sur la société. Vous voyez un peu qui nous sommes maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Alors, tout d'abord, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un achat de classe C? Chacun va avoir une définition différente. Moi, je vais vous donner une première définition. Qui est tout d'abord comment contrôler finalement 90% de fournisseurs, totalisant seulement 30% de la dépense totale. Parce que quand on parle de classe C, on parle bien du tailspin, c'est-à-dire la queue de la dépense. Vous avez vos gros fournisseurs stratégiques qui vont vous fournir des machines, des composants techniques, des matières premières, de l'énergie, etc., qui représentent 70% de votre dépense en moyenne, mais qui sont centralisés, concentrés sur 10% des fournisseurs. Alors que quand on est aux achats, et je pense surtout aux achats hors production, aux achats indirects, on se rend compte que l'éclatement des fournisseurs n'a rien à voir avec des achats de production, dits stratégiques, qui vont être concentrés, normés depuis des années sur quelques fournisseurs. Généralement, vous voyez dans ma présentation, je vais découper ces achats de classe C en 3 catégories. Alors, la catégorie catalogue, on appelle ça aussi souvent les catégories de classe B, c'est un peu l'intermédiaire entre le stratégique et les achats sauvages purs. Ces achats de catalogue, ça représente en moyenne 15% de la dépense, 15% du nombre de fournisseurs. Donc, ça permet quand même de concentrer pas mal sur un petit nombre de fournisseurs. Pour autant, vous avez énormément souvent de catalogues disponibles, ou possibles en tout cas sur le marché,
On le verra plus tard, ça va de la fourniture de bureau aux pièces mécaniques, aux pièces électriques, voire même parfois à certaines typologies de services. Et l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont mes produits catalogables. Quels sont dans la part de mes achats tous les produits qui pourraient passer par un catalogue. Ensuite, on a les achats dits non standards, qui représentent généralement 10% de la dépense et 30% des fournisseurs. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. On commence à y être, puisque dans ces achats-là, il peut y avoir des achats spot de montants élevés, c'est-à-dire 20 000, 30 000, 50 000 euros, 100 000 euros sur l'achat non standard, c'est-à-dire par exemple un événement à organiser, un échantillon à payer, une machine spéciale, une mission de conseil. On est sur l'achat non standardisé qui arrive une fois de temps en temps, mais sur des dépenses relativement élevées. Et ensuite, on a une dernière catégorie qui est vraiment là, pour le coup, les achats sauvages, c'est-à-dire les petits achats non récurrents, c'est-à-dire complètement spot. Sur ces achats complètement spot, on va retrouver les petites réparations qu'il peut y avoir de temps en temps, des petites missions de conseil, des certifications, des abonnements, des voyages pour vos clients, peut-être que vous devez payer de temps en temps une réservation SNCF, un vol d'avion, que sais-je. Et là, vous êtes vraiment sur l'achat sauvage qui est quasiment incontrôlable en termes de génération d'économie, mais qui est dont il est tout à fait possible de mettre sous contrôle avec des process. Et ces process permettent de générer énormément d'économies. Donc, on va revenir vraiment un peu plus dans le détail sur chacune de ces parties. Et je vais vous donner les pistes catégorie par catégorie pour optimiser vos dépenses et les mettre sous contrôle. À nouveau, si vous avez des questions, posez-les sur le chat. Je vais revenir sur chacune de ces catégories dans les slides qui viennent. Donc, je regarderai en parallèle les questions et j'essaierai d'y répondre. La première chose que vous pouvez vous poser comme question en interne, c'est est-ce que dans mon entreprise, grosso modo, je me retrouve à peu près dans ce schéma-là, ou est-ce que finalement, j'ai déjà optimisé une partie, par exemple, les catalogues, je les ai déjà bien concentrés, les achats non standards, j'en ai très peu, ou au contraire, ça explose parce qu'on est dans une industrie ou dans une boîte de service. Les boîtes de service, souvent, ou d'ingénierie, souvent, beaucoup d'achats non standards et un peu moins d'achats stratégiques, puisque par définition, on est sur de la prestation de service. Donc, regardons un peu l'étape suivante. D'abord, quelques exemples d'achats de classe C. La définition, c'est de dire qu'on ne peut pas le maîtriser. Souvent, ces achats sont non planifiés, donc de dernière minute, de faible montant, du moins de faible montant par rapport au montant total de certaines familles d'achats, puisqu'on peut quand même avoir des achats de classe C qui vont représenter 50 000, 100 000 euros dans certains cas, mais qui sont peu contrôlés, comme vous le voyez, qui peuvent être en devises étrangères, qui peuvent être sur des moyens de paiement un peu originaux, des lettres de change, des comptes séquestres, etc., qui sont souvent hors procédure pour tout un tas de raisons. Les technologies sont peu adaptées à vos process actuels. On peut être sur des paiements aussi un peu originaux par carte bancaire, par chèque. On voit un peu de tout. Et qui impactent généralement la satisfaction à la fois de vos clients internes, mais parfois même de vos clients finaux, c'est-à-dire les clients extérieurs qui sont les clients de votre entreprise. Et là-dessus, vous voyez, je vous mets en dessous de cet iceberg toutes les typologies d'achat spot que nous, on retrouve chez BME et qu'on traite tous les jours. C'est aussi bien du catalogable, comme des équipements de protection individuelle, comme des équipements électriques, certaines parties de génie climatique, les fournitures de bureau, mais c'est aussi beaucoup de prestations de services, du BTP, du travaux, des tests, des mesures, certifications, de l'événementiel. On traite pas mal d'événementiel, alors plus trop depuis le confinement, mais avant le confinement, on avait beaucoup d'événementiel à traiter. Le génie climatique sur lequel on a beaucoup d'expérience, c'est-à-dire la sous-traitance d'installation, et sur lequel il y a des problématiques à la fois d'urgence, de sécurité et de conformité réglementaire et sociale notamment. Donc toute cette partie, ce sont les achats finalement qui sont les plus durs à maîtriser dans une entreprise puisqu'ils ne sont pas réguliers. On ne peut pas les classer correctement dans une catégorie pour les centraliser sur un ou très peu de fournisseurs. Et par définition, personne ne veut vraiment s'en occuper. Donc, la problématique des achats spot, c'est le fait de gérer des milliers de petits fournisseurs qui vont ennuyer finalement tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas que les achats, c'est la finance qui va devoir gérer des moyens de paiement et devises différentes. Donc, il va sortir d'un process classique où ils sont capables de générer des paiements en masse pour les fournisseurs. Ça va
impacter les achats qui ne contrôlent pas suffisamment finalement ces achats spot, puisque soit ils n'ont pas le temps, soit ils sont prévenus au dernier moment. Souvent, c'est même de la régularisation, c'est-à-dire que votre client interne a déjà passé l'achat, parfois a même réceptionné le produit, et c'est seulement après qu'il dit aux achats, ben, tiens, en fait, il faudrait que tu me régularises telle commande pour qu'on puisse payer la facture. Donc, très peu, voire pas du tout de contrôle de la part des achats sur cette typologie de dépenses. Côté comptabilité, on explose le volume des factures et surtout, ce n'est pas le problème d'exploser le volume des factures, c'est qu'on va travailler sur des factures qui ne sont pas standards. C'est très facile de gérer des factures de téléphonie, par exemple, qui ont le même format, qui viennent à une date précise, qui peuvent être électroniques et donc intégrées directement dans votre ERP. Ce n'est pas la même chose de traiter des factures individuelles sur des formats originaux, parfois manuscrits dans certains cas, et qu'il faut donc traiter manuellement au cas par cas et surtout arriver à réconcilier avec une commande d'achat qui parfois n'a pas été créée au départ. Donc, c'est l'enfer pour la comptabilité en termes de gestion administrative. Et on a également toutes les personnes qui passent des commandes, les assistantes, les chargés d'affaires, les responsables de département, qui doivent passer des commandes spot pour de bonnes ou de mauvaises raisons peut-être, mais qui doivent les passer. Et souvent, ces personnes-là sont confrontées à la création de fournisseurs. Et la création de fournisseurs, c'est pareil, ça risque d'ennuyer beaucoup de monde, quasiment toutes les personnes que vous voyez à l'écran, puisqu'il faut récupérer des documents souvent réglementaires, un minimal cabis, parfois l'attestation URSSAF, parfois la liste des travailleurs étrangers, parfois des assurances, parfois il faut leur faire signer des accords de confidentialité. Et donc une simple création de fournisseur peut prendre des jours, voire des semaines dans certaines entreprises. Et toute finalement cette partie gérée administrativement pour des dépenses parfois de quelques centaines d'euros va générer des coûts énormes de gestion et surtout impacter la productivité de chacune de ces personnes dans leur travail à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on estime que l'acte d'acheter un, un achat spot, donc cette partie commande de bout en bout, prend à peu près 150 minutes dans une entreprise. On reviendra vite fait dans les détails un peu là-dessus, mais 150 minutes donc, admettons, à 60 euros de leur coût chargé, etc., d'une entreprise, ça fait 150 euros de coût administratif pour gérer une commande. Je ne parle pas du coût de ce qu'on achète, je parle bien du coût interne, des charges salariales, des frais d'entretien entre guillemets du salarié, les bureaux, l'éclairage, l'électricité, etc., les frais des logiciels, les frais de maintenance des fournisseurs, etc. 150 euros par commande d'achat. Donc multipliez ça par le nombre de commandes que vous avez tous les jours ou chaque année, et vous verrez qu'on est sur des sommes très importantes qui, normalement, va refléter finalement la charge salariale des personnes qui sont impliquées dans tout ce processus d'achat. Si on découpe rapidement, on va dire, les étapes d'achat, la première étape, c'est la définition du besoin et le sourcing fournisseur. C'est-à-dire que votre collaborateur va essayer de trouver le bon fournisseur, de définir son besoin. Souvent, il va appeler les achats ou il va appeler un collègue, c'est-à-dire que quand ils sont deux au téléphone pendant 10 minutes, c'est 20 minutes de productivité consommée pour l'entreprise qui ne sont pas passées sur de la valeur ajoutée. En moyenne, quand on fait nos audits, nous, dans les entreprises, on constate que cette première partie de besoin et sourcing, qui inclut la définition du besoin fonctionnel et technique, le sourcing, la négociation, la présentation technique parfois en interne de la solution trouvée, va prendre 50 minutes en moyenne. C'est-à-dire qu'on peut exploser sur des projets complexes. Bien entendu, on peut être beaucoup plus rapide s'il s'agit d'acheter une gomme. Deuxième étape, la partie génération de la commande. Là, c'est pareil. Soit on est sur du produit catalogue et vous avez déjà des catalogues intégrés en punch-out et tout est clean. C'est souvent le cas plutôt pour les achats stratégiques. C'est rarement le cas pour des achats spot. Et à ce moment-là, vous devez aller dans les catalogues, trouver votre produit, parfois créer l'article dans votre ERP. Et s'il n'existe pas, la création de l'article va aussi souvent être la création du fournisseur. Donc, tous les coûts de gestion de création du fournisseur et en plus les délais pour récupérer tous les bons documents auprès du fournisseur, voire en interne. Ensuite, il faut générer la commande, donc il faut la saisir, il faut l'envoyer parfois dans un circuit de validation quand il y en a, accuser la réception de la commande et faire le suivi de cette commande. Toute cette partie-là va engager plusieurs personnes, souvent, pas uniquement le demandeur. Ça peut être la compta, ça peut être les acheteurs, ça peut être une assistante, etc.
Et en moyenne, on est sur 60 minutes, donc 1 heure en moyenne, tout confondu, pour générer une commande de classe C. Vient ensuite la partie réception, des réceptions physiques, parfois des réceptions au comptoir, souvent des commandes de régularisation, c'est-à-dire que finalement, on a passé un coup de fil au fournisseur en disant: bah, tiens, livre-moi tel produit et puis je te ferai la commande plus tard. Bah, tout ça, ça génère aussi du temps en interne. Et puis ensuite, saisir la réception informatique pour permettre à la finance, derrière, de payer les factures entrantes. En moyenne, on est sur 20 minutes ici sur la réception de produits d'achat de classe C. Vient la comptabilité qui va, elle, récupérer, collecter toutes les factures fournisseurs multiformats, papier, email, parfois fax, ça arrive encore, parfois dématérialisé complètement. Et cette réception de facture est parfois complexe puisqu'il manque le numéro de commande, il manque le demandeur. Et moi, j'ai rencontré énormément d'entreprises qui finalement vont à la chasse aux demandeurs pour se dire: regardez, j'ai une facture qui traîne, là, ça fait 1 mois et demi qu'elle traîne sur mon bureau. Tant que je n'ai pas trouvé le demandeur en interne qui puisse me dire réellement qui gère, qui a fait cette commande-là, ben, je ne paye pas le fournisseur. Donc le fournisseur, il râle. Le client interne, il a commandé ça il y a 1 mois et demi, il a oublié que c'était lui, donc il ne répond pas. Et on part sur des litiges qui vont générer énormément de pertes de temps à la comptabilité et à toutes les personnes qu'on va harceler en permanence. Et je vous parle vraiment de vécu, hein. Ça peut peut-être faire sourire certains qui ont des process un peu plus normés, mais dans beaucoup d'entreprises, on reçoit encore des factures, on n'a aucune idée d'où ça se traite. Et ce temps de litige, ce temps de traitement, d'intégration dans l'ERP de factures individuelles, etc., bah, ça prend en moyenne 20 minutes à un comptable de les saisir et de les réconcilier avec les bonnes commandes. Dernière étape qu'on oublie parfois dans le process achat, ce sont les coûts, le coût des flux en fait. C'est-à-dire que quand on est un particulier et qu'on envoie un virement, on n'a pas de coût, on a notre abonnement mensuel, mais on a très peu de coûts finalement complémentaires. Quand on est en entreprise, on a beaucoup plus de coûts de gestion. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on doit récupérer la TVA. Et récupérer la TVA sur des achats spot, ce n'est pas toujours évident. Parce que parfois, bah, on ne récupère que le bon de commande, on n'a pas la facture finale. Donc, on ne peut pas récupérer 20% de TVA. 20% de TVA non récupérée, c'est 20% de perte d'économie pour l'entreprise. C'est perdu, on ne peut pas le récupérer. On parle aussi de la TVA intracommunautaire. Ça demande du temps d'aller récupérer, réclamer cette TVA intracommunautaire quand on fait des achats en Europe. Ça peut être de la douane mal optimisée également. Et ça peut être aussi, voire surtout dans les entreprises, bah, les commissions de mouvement. Une commission de mouvement, c'est le fait qu'une banque va prendre un certain pourcentage des transactions qui circulent sur le compte bancaire en gestion de frais, en gestion bancaire. Ça peut se négocier, c'est parfois très bas, mais il n'empêche qu'on a des commissions de mouvement. À chaque fois que vous transférez 1 euro de votre banque, vous devez payer un certain pourcentage à la banque. Ensuite, vous avez toute la maintenance de l'ERP qui va s'alourdir plus vous aurez des fournisseurs dans l'ERP, y compris des fournisseurs que vous n'utilisez plus du tout. Il y a des fournisseurs complètement morts depuis des années. Tant qu'ils restent dans votre ERP va dire: oui, mais moi, ça me prend de l'espace de stockage. Donc, je vous facture néanmoins toute cette gestion et toute cette maintenance, y compris pour des fournisseurs qui existent et qui ne sont jamais utilisés. Pour information, en moyenne, on dit que ça coûte au moins 100 euros par an et par fournisseur, cette maintenance dans un ERP. Et ensuite, vous pouvez avoir les pénalités de retard, c'est-à-dire que le fait d'avoir un processus désorganisé dans la commande, la facture et le paiement des fournisseurs, ben vous avez les fournisseurs qui vont revenir vers vous en vous indiquant: mais écoutez, vous avez 30 jours, 60 jours, 90 jours de retard, je vous applique des pénalités plus ou moins importantes qui vont impacter également vos économies et donc votre PNL à la fin dans l'entreprise. J'oublie sans doute encore des coûts de flux parce qu'on n'imagine pas les coûts annexes, en fait, qui sont parfois des coûts très faibles, mais cumulés, ça peut représenter des montants significatifs. Donc retenez qu'en moyenne, sur tous les audits que l'on fait dans une entreprise, on est autour de 150 euros de coûts administratifs, tout compris, pour passer une simple commande. Les meilleurs vont descendre à 80 euros, c'est-à-dire qu'ils ont tout digitalisé, on reviendra dessus. 80 euros, 70 euros au mieux sur la gestion de ces coûts administratifs pour la passation d'une simple commande. À nouveau, si vous avez des questions, posez-les, j'y réponds au fur et à mesure. Hop.
Alors, entrons un peu plus dans le détail sur les principales catégories d'achats. La première, c'est les achats stratégiques. En général, vos achats stratégiques, la première question, c'est comment recentrer les compétences sur des actions à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les compétences de vos acheteurs, mais globalement de tous les salariés de votre entreprise, pour qu'ils puissent se centrer sur les valeurs ajoutées créées dans l'entreprise et ne pas perdre de temps sur la partie administrative, sur tous ces petits achats qui impactent finalement peu au final le PNL, puisqu'on parle de 30% de la dépense au total. Donc si on passe de 30 à 30,2%, c'est beaucoup moins impactant que d'aller se focaliser correctement sur ces achats stratégiques. Donc je ne vais pas revenir trop sur les achats stratégiques, puisque ceux-là, généralement, sont matures dans les entreprises, sont cernés depuis des années, et les acheteurs, même en tant que métier, sont très matures, sont très compétents pour aller les attaquer. Par contre, quand on va aller attaquer d'autres familles d'achats, la prochaine, ce sont les achats de type catalogue, tout de suite, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de difficultés. Les catalogues sont pléthoriques sur le marché et ils s'en créent tous les jours. Tous les jours, vous avez un nouveau petit fournisseur qui va créer sa propre marketplace, son propre e-catalogue. Et du coup, vous vous retrouvez à gérer des dizaines, des centaines de catalogues différents, avec des accès plus ou moins clairs selon les utilisateurs. C'est-à-dire que dans votre entreprise, vous allez avoir des salariés qui vont utiliser tel type d'accès, mais pas forcément le même que son collègue dans une autre entité, avec des prix du coup différents pour un même catalogue, et surtout, la plupart du temps, avec de la ressaisie manuelle de l'article qui est dans le catalogue du fournisseur, qu'on doit ressaisir dans sa commande manuellement, avec tous les risques d'erreur, plus le temps de traitement. Là, l'idée sur cette typologie d'achat, c'est vraiment de commencer à réfléchir sur le fait de créer votre propre place de marché B2B. C'est-à-dire, vous avez aussi aujourd'hui des outils, dont Sourcing Force, qui vous permet de créer votre propre place de marché, c'est-à-dire d'intégrer tous vos catalogueurs au même endroit et de bénéficier, même le cas échéant, de catalogues déjà existants sur la place de marché que vous allez intégrer. Je vous donne quelques exemples, nous, de catalogues qu'on utilise presque tous les jours au sein de BME. Farnell, Tarifeo, Distrelec, RS Component, Festo, Amazon Business. J'ai pas mis, mais eBay également est pas mal utilisé, surtout par les boîtes étrangères. VWR, Rexel, Logoprom sur la partie goodies. Tous ces catalogues sont utilisés quasiment au jour le jour par nos clients en mode punch-out, ce qui permet vraiment de centraliser toutes ces dépenses sur un seul accès et en plus de bénéficier parfois de groupements d'achats qui ont pu être mis en place finalement par ces places de marché elles-mêmes. Et vous vous retrouvez au final avec votre propre Amazon Business, on va dire, privé, intégré, avec vos propres process et vos propres interfaces avec votre ERP, notamment des interfaces dites punch-out. Je reviendrai peut-être sur ces terminologies un peu plus tard dans le webinaire. Vous voyez ici, je vous donne quelques exemples d'intégration qu'il y a dans Sourcing Force pour vous donner une idée de la puissance de l'intégration des catalogues. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 catalogues intégrés sur un accès unique, c'est-à-dire un login, un mot de passe égale 1000 catalogues déjà préintégrés, 2 millions d'articles référencés, donc de pouvoir rechercher ces articles-là, et la plupart de ces catalogues sont présents dans au moins 5 pays européens. Donc, je vous liste là quelques-uns des catalogues, on en rajoute tous les jours, donc on en a, vous voyez, des centaines de catalogues. Je vous mets ceux qui sont en général les plus connus du marché, mais gardez en tête effectivement que cette typologie de catalogue est importante. Et quand on parle de catalogue, je réponds également à Vanessa, on parle aussi bien de catalogue en mode hébergé, c'est-à-dire qu'on va prendre le catalogue du fournisseur et l'enregistrer directement dans la base de données de Sourcing Force, que des catalogues en mode punch-out. Le mode punch-out, c'est le fait d'aller se connecter sur le catalogue du fournisseur, de faire ses courses sur son catalogue, et ensuite de rapatrier tout le panier en automatique dans votre ERP ou dans Sourcing Force, le cas échéant, pour pouvoir centraliser finalement tout cet acte d'achat et avoir zéro saisie à faire, de maîtriser complètement les tarifs, donc d'éviter qu'il y ait des tarifs qui soient hors contrat finalement, de réduire parfois le nombre d'articles à ce qu'on appelle des mini-catalogues, voire même de réduire les accès en fonction du rôle de chaque personne dans votre entreprise. Pour vous donner un exemple, ça peut être une assistante administrative à la direction générale, va avoir accès qu'au catalogue des fournitures de bureau. Par contre, une personne, un assistant qui est au bureau d'études,
lui va passer des commandes beaucoup plus, par exemple, sur des catalogues industriels, type Excel, etc. Donc, ça évite comme ça la multitude aussi d'accès et surtout, vous contrôlez correctement ces catalogues et vous évitez de diffuser aussi des logins et des mots de passe à n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Un autre point d'intérêt à mettre en place une place de marché, c'est que quand vous faites finaliser votre appel d'offres sur un catalogue, du jour au lendemain, vous pouvez changer votre ancien catalogue au nouveau catalogue. C'est-à-dire que vous oubliez complètement la communication que vous faites pendant des semaines ou des mois à tout le monde pour leur dire bah, on ne travaille plus avec Office Dépôt, maintenant on travaille avec l'IRECO. Non, non, avec une place de marché, du jour où vous avez signé le contrat, vous désactivez l'ancien catalogue, vous activez le nouveau catalogue et 100% des nouveaux flux passent vers votre nouveau contrat. Ça veut dire aussi 100% des économies estimées seront réalisées avec votre nouveau contrat. Et ça, c'est super important sur cette typologie d'achat et ça vous permet donc de vraiment contrôler les flux de transactions vers vos fournisseurs panels. Deuxième typologie d'achat, ce sont ce que j'appelle moi les achats non standards. Les achats non standards sont assez dangereux en fait à gérer en réalité parce que souvent ils ne sont pas pris en charge par les achats parce que c'est des achats locaux souvent. Ce sont aussi des achats souvent de prestations de services. Et qui dit prestation de services, surtout en France, dit danger, alerte rouge sur les risques sociaux que vous pouvez engager avec ces fournisseurs. Je donne quelques exemples ici, l'événementiel, des travaux BTP, la création de machines spéciales, du consulting, de la formation. C'est typiquement le genre de commandes que nous, on traite en externalisation achat tous les jours et qui nécessite une grande vigilance. La première chose que vous devez faire, c'est vraiment mettre en place une politique de 3 devis, sinon rien, et de diffuser ça. Parce que vous ne pouvez pas aux achats gérer ces achats individuellement. Il vous faudrait une armée pour le gérer. Par contre, vous devez absolument présenter à vos collaborateurs la manière de le gérer. C'est-à-dire donner un processus en indiquant, ben, pour cette typologie d'achat, de tel montant à tel montant, peut-être sur telle catégorie d'achat si vous voulez être un peu plus précis, j'ai besoin que vous me fournissiez dans la demande d'achat 3 devis et que vous me justifiez pourquoi vous prenez tel devis plutôt qu'un autre, même s'il est plus élevé. L'idée, ce n'est pas forcément de prendre le devis le moins cher, et c'est vraiment de prendre le devis le plus optimal, et surtout d'être certain que cette personne-là ne se fait pas avoir sur un marché qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Donc, premièrement, 3 devis sinon rien. Et là, vous pouvez mettre en place des outils dédiés à cette partie de consultation en ligne pour faciliter, pour aider vos collaborateurs. C'est très simple, un petit formulaire, l'email des fournisseurs. Les fournisseurs reçoivent la consultation, répondent en ligne. C'est beaucoup plus simple qu'un lancer un appel d'offres. On parle vraiment de consultation spot là. Et ça vous permet vraiment de traquer la conformité par rapport au prix du marché. Deuxième point très important sur cette typologie d'achat, c'est la conformité financière et sociale. C'est souvent sur cette typologie d'achat-là que vous avez le plus de risques juridiques. D'abord, vous avez des risques financiers, parce que vous êtes sur de l'achat spot, sur des fournisseurs que vous ne maîtrisez pas. Vous allez faire intervenir une fois de temps en temps. Donc, ils peuvent être des fournisseurs qui sont en faillite, des fournisseurs qui peuvent être des escrocs. On en a beaucoup eu en 2020 avec la crise. Moi, j'en ai vu passer un paquet qui ont profité finalement de toute cette émulation pour générer beaucoup d'escroqueries. Et puis, vous avez des conformités sociales à régler. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais vous avez l'obligation pour toutes les commandes de sous-traitance supérieures à 5 000 euros de récupérer tous les 6 mois le cabis du fournisseur, l'attestation URSSAF et la liste des travailleurs étrangers. C'est une obligation légale et pénale si vous ne le faites pas. Et il y a pas mal de grosses boîtes, alors surtout dans le BTP, qui se sont fait aligner, qui ont eu de très gros problèmes, de très grosses pénalités de ce côté-là. Et ça, souvent, cette typologie de dépenses se concentre vraiment sur ce non-standard. Donc, veillez à être clair sur le risque social lié à la sous-traitance. Et ce que je vous conseille également, c'est peut-être de confier cette collecte de documents légaux à un tiers. Nous, on a un outil qui s'appelle Vigilégal qui permet de faire ça. Il y a d'autres acteurs sur le marché, mais ça vous permet de vous rassurer et surtout de montrer que vous êtes de bonne foi face à un inspecteur du travail, un inspecteur URSSAF, qui peut venir, on va dire, vous chercher des noises de ce côté-là, parce que c'est très difficile en réalité d'être 100% conforme.
L'idée déjà de montrer que vous avez fait un bel effort pour traiter ce risque-là est important. Donc là, vous avez vraiment deux actions à mener, hein. Les 3 devis qui vous permettent aussi de remettre un petit coup sur les devis les plus élevés en termes de négo et surtout de sécuriser votre entreprise sur les risques fournisseurs. Difficile dans cette catégorie d'achat de mutualiser les achats. Vous pouvez le faire en partie, mais généralement, on est typiquement sur de l'achat à façon, sur un cahier des charges bien spécifique et qui va être réalisé pour une durée bien déterminée. Enfin, dernière partie de ces achats, de ces typologies d'achats, c'est ce que j'appelle les achats sauvages. Les achats sauvages, pour être clair, ce sont vraiment tous les achats très ponctuels et surtout de très faible montant. Ça va être par exemple le traiteur pour une occasion particulière. Ça va être des demandes d'échantillons où vous devez payer soit des frais de livraison, soit un pouillème du montant de l'échantillon. Des réparations, ne serait-ce que de réparer une fenêtre, une porte, un portail d'un garage, etc. Il y en a peut-être que pour 400-500 euros, mais si vous n'avez pas le fournisseur déjà créé, ben vous devez créer le fournisseur, passer la commande, suivre la réception, payer cette facture-là. Et finalement, pour 400 euros, vous avez quasiment autant de frais administratifs en interne que de frais de réparation réels. Ça peut être les abonnements, des abonnements au magazine, des abonnements ou des achats de documents, de certification, etc. On a beaucoup de cette typologie d'achat également. La règle, moi, que je conseille, alors pour tout, hein, de manière générale, mais surtout pour cette typologie d'achat, c'est ce qu'on appelle la règle du no PO, no pay. C'est en anglais, alors moi je l'ai beaucoup vécu quand j'étais chez General Electric, on le rabâchait tous les jours, no PO, no pay. Ça veut dire si tu n'as pas de numéro de commande, le fournisseur ne sera pas payé. En gros, on faisait signer quasiment aux salariés le fait que c'était eux qui engageaient leur économie personnelle pour une commande qu'ils ont passée personnellement sans avoir l'autorisation de l'entreprise pour l'engager. No PO, donc PO c'est Purchase Order en anglais, no Purchase Order, no pay. Et là, donc, c'est vraiment d'exiger une transparence de la part de vos collaborateurs, de stopper complètement la partie, on va dire, régularisation. Alors, c'est très bien de donner la liberté à ses salariés dans leurs projets, de pouvoir tout gérer et d'avoir finalement cette innovation, cette liberté d'innovation. Pour autant, si vous donnez la liberté d'acheter pour le compte de l'entreprise, sans qu'il y ait aucune règle, aucun contrôle sur la dépense, vous allez vous retrouver avec cette queue de comète de dépenses qui peut représenter dans les entreprises plusieurs millions d'euros si vous êtes une grande entreprise. On a des clients chez qui ça pèse des dizaines de millions d'euros tellement ils sont énormes, pour des achats de moins de 1000 euros. Donc c'est énormément de petites commandes sur lesquelles ils ont très peu de transparence, pour ainsi dire aucun reporting. Donc là, le point clé, c'est idéalement de mettre une solution e-achat, une solution d'engagement de dépenses en tout cas. Ce n'est pas nécessairement d'aller jusqu'à la gestion de la commande, qui peut très bien être gérée dans votre ERP, mais à minima de mettre en place un outil d'engagement de dépenses, c'est-à-dire de demande d'achat simplifiée, pour que chaque collaborateur facilement puisse faire sa demande, qu'elle puisse suivre un circuit de validation déterminé ou être validé selon vos règles internes, et donc de contrôler finalement ce qui pourrait être contrôlé et surtout de rediriger dans certains cas les achats, ces petits achats, vers vos fournisseurs panels. Parce que dans ce tas de petits achats, finalement, il y a beaucoup d'achats qui auraient dû être passés dans vos fournisseurs panels. J'ai plein d'exemples, moi, d'achats de fournitures de bureau. Fourniture de bureau, ça peut être juste une agrafeuse. L'assistante de monsieur machin, l'agrafeuse qui est là parce qu'elle est bleue, turquoise, et qu'elle est un peu plus facile à prendre en main. Admettons, peut-être qu'elle a le droit de l'acheter, mais peut-être qu'elle devrait l'acheter dans le fournisseur panel. C'est votre fournisseur panel qui fait foi, cette agrafeuse, elle existe aussi. Ce n'est pas la peine d'aller créer un autre fournisseur de fourniture de bureau pour une agrafeuse. Et là, j'ai plein d'exemples de ce type-là, vraiment, qui sont compliqués à gérer. L'autre point, ça peut être de gérer par budget, d'allouer des budgets à certaines personnes avec des alertes dès qu'elles atteignent un certain seuil de ce budget, et voire même de couper complètement le tuyau lorsque le budget est totalement consommé. Ça va faciliter la gestion des devises également, de pouvoir centraliser tout ce flux de petites commandes, puisque c'est souvent sur ce flux de petites commandes que vous allez avoir les petits achats en dollars, souvent à payer par carte bancaire, etc. Je reviendrai sur cette partie carte bancaire. Vous voyez, vous pouvez mettre à disposition ce qu'on appelle des P-cards, c'est-à-dire des cartes bancaires à des départements. C'est très intéressant. Ça n'empêche pas un contrôle. C'est-à-dire qu'une carte bancaire, une fois que vous l'avez, vous pouvez acheter n'importe quoi. Il n'y a pas de circuit de validation sur une carte bancaire. Par contre, vous pouvez y mettre du budget.
Dans certains cas, vous pouvez même limiter certaines transactions à certaines catégories de produits ou à certains fournisseurs, ce qui est pas mal. Donc moi, j'encourage à vraiment regarder un peu toutes les options. Et ce que j'encourage particulièrement, c'est de centraliser sur un guichet unique tous ces petits achats. Soit vous créez un, un buying desk, comme on dit, c'est-à-dire un guichet unique achat en interne spécialisé dans ce traitement d'achat, comme ça vous optimisez, soit vous l'externalisez, comme on le fait nous chez BME, à un tiers qui va prendre en charge toute cette partie achat pour votre compte et qui va le gérer avec un processus dédié à cette typologie d'achat, puisque pour nous, finalement, c'est notre cœur de métier. Notre valeur ajoutée, elle est à traiter que cette typologie d'achat. Donc, c'est là qu'on va se retrouver, c'est là que nous, on va exceller, alors que vous, ce n'est pas votre job d'exceller dans la gestion de vos achats spot. Donc, voilà un peu sur les différentes typologies que l'on a au niveau des achats. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur les différents leviers d'optimisation que l'on a pour gérer, pour optimiser vos achats spot. Alors, je vais reprendre finalement les différents processus que l'on a dans le circuit d'achat de A à Z et on va essayer de regarder comment on peut mettre 100% sous contrôle ces achats spot, obtenir un reporting détaillé de ces achats spot, d'avoir maximum 70 € de coûts administratifs par commande sur ces achats spot. Bien entendu, si on est sur du full catalogue, ça peut être même beaucoup, beaucoup moins. Moi, j'ai des clients sur du full catalogue qui sont à en moyenne 10 € par commande pour passer une commande catalogue, tout compris, toute la chaîne comprise. Et plus on va être sur du non standard et de l'achat sauvage, plus effectivement les coûts vont augmenter. Et aussi, très important, c'est de pouvoir générer sur cette queue de comète, donc là on parle de 30% en moyenne de votre dépense totale achat, de générer jusqu'à 15% d'économie sur cette typologie d'achat. Et entre guillemets, sans forcément qu'il y ait une vraie intervention des achats, mais uniquement en appliquant certains leviers d'optimisation. Alors le premier levier, comme je vous l'ai indiqué, c'est de mettre en place une place de marché e-catalogue B2B. C'est-à-dire vraiment, je me répète, de connecter vos fournisseurs actuels catalogables, mais de dire à vos fournisseurs, écoutez, j'ai envie, plutôt que d'accéder avec un login et un mot de passe à votre catalogue, puis de rapatrier tout ça sur mon ERP pour vous envoyer une commande, etc., j'aimerais être auto-connecté sur votre catalogue à partir de mon outil e-achat. Et là, on va avoir tous vos fournisseurs qui vont vous envoyer soit le catalogue en mode hébergé. En mode hébergé, donc c'est un fichier Excel ou un fichier CSV avec la liste de tous les articles. Soit deuxième possibilité, un catalogue en mode punch-out. Donc là, c'est de l'interconnexion, c'est de l'EDI, où on va aller se connecter en automatique sur le catalogue du fournisseur et rapatrier en automatique les articles. Et une fois que la commande est passée, cette commande va être envoyée également en automatique dans l'ERP du catalogueur pour être pris en charge immédiatement. Donc, il n'y a quasiment plus d'intervention humaine dans les flux et on gagne énormément de temps. En moyenne, on gagne entre 48 heures, voire 72 heures de traitement pour des simples commandes de vis ou des fournitures de bureau. L'autre point très important sur cette première étape, donc de besoin et de sourcing, c'est de mettre en place un outil de consultation spot. C'est-à-dire vraiment un outil dédié à vos collaborateurs essentiellement pour leur dire, écoutez, vous avez besoin d'avoir 3 devis. On vous met en place un outil facile où vous rédigez votre besoin. Vous pouvez soit rajouter des fournisseurs que vous connaissez vous, soit les prendre dans une base existante dans l'annuaire de Sourcing Force. Vous les sélectionnez, vous envoyez votre consultation et les fournisseurs se connectent en mettant tous les devis en ligne. Et comme ça, vous avez tout visible directement en ligne et votre collaborateur n'a plus qu'à pousser le devis qui lui semble le plus cohérent par rapport à son besoin. Donc ça, ce sont vraiment 2 outils, à mon avis, indispensables dans une direction achat pour piloter cette première phase avec vos clients internes de besoins et de sourcing. La deuxième étape, c'est de la partie génération de commandes. La génération de commandes, elle doit être faite dans votre ERP, soit manuellement, soit avec des interfaces. Et là, je vous encourage à avoir deux approches distinctes. La première approche, c'est de vous dire, on est déjà complet pour la génération de commandes, on ne veut pas forcément mettre en place des personnes dédiées, donc j'externalise mes achats spot. Quand je dis des achats spot, ça peut être une partie des achats spot, hein. Comme on l'a vu dans le slide précédent, ça peut être une petite partie de mes achats non standards,
toute ma partie d'achat sauvage et puis 3 catalogues clés parce que je sais que c'est compliqué à gérer et je ne veux plus le gérer. Donc ça, c'est l'externalisation. L'autre possibilité, c'est de mettre en place des centres de services partagés. On appelle ça des CSP, donc des CSP achats, qui vont rassembler en fait les quelques ressources qui sont aujourd'hui éclatées dans plein de départements pour traiter cette typologie d'achat et de leur dire, écoutez, plutôt que vous passiez chacun 10-20% de votre temps administratif à gérer ces achats-là, on va mettre beaucoup moins de personnes, mais qui seront à, à temps plein à gérer ces achats spot dans un buying desk, dans un bureau achat, plutôt à pro finalement que achat. C'est un peu un profil un mix entre l'acheteur et l'approvisionneur qui vont traiter tous les jours ces demandes d'achat interne et les optimiser et avoir des flux bien cadrés sur cette typologie d'achat. Là, ça vous permet d'optimiser les créations de fournisseurs. Si vous externalisez, vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous ne créez plus du tout de fournisseurs de classe C. Et si vous avez un CSP, c'est un peu le même fonctionnement, c'est qu'ils vont automatiser avec des outils et avec leurs procédures internes l'optimisation, la productivité de leur temps pour gérer ces petits achats non récurrents. La partie réception. La partie réception, c'est parfois compliqué pour une raison simple, c'est que vos clients internes ont du mal à comprendre pourquoi il est important de réceptionner les produits. Quand je dis réceptionner les produits, ce n'est pas les récupérer, parce que ça, ils savent très bien récupérer leurs commandes, c'est de les réceptionner dans l'outil. Et qui dit ne pas les réceptionner dans l'outil veut dire aussi que la comptabilité va être bloquée, parce que la plupart du temps, la règle, c'est si le produit n'a pas été réceptionné, je ne paye pas les factures. Et si vous ne payez pas les factures, vous rentrez en litige avec les fournisseurs qui vont vous appeler, donc vous faire perdre du temps, qui vont vous envoyer des recommandés et qui vont en plus vous appliquer des pénalités. Le fait de ne pas réceptionner, c'est aussi mobiliser tout un ensemble de personnes dans votre entreprise pour savoir qui a commandé, qui a réceptionné, où se trouve ce produit et le relancer. Et ça, moi, je le vis tous les jours dans certaines entreprises où les collaborateurs nous disent bien au téléphone, on a bien le produit, on l'a bien réceptionné, mais ne font pas l'effort d'aller valider cette réception dans leur outil. Et du coup, ça génère énormément de coûts internes, on va dire bêtement. Et donc là, l'idée, c'est pareil. C'est vraiment de digitaliser cette partie-là et d'automatiser un certain nombre de réceptions en automatique. La réception en automatique, ça peut être de scanner les produits à la réception dans l'entrepôt. Ça peut être de lancer des alertes automatiques pour rappeler au collaborateur qui a commandé de bien valider sa commande avec, par exemple, un lien dans l'email pour faciliter finalement cette action-là, parce que souvent, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de temps de la personne. Donc, lui faciliter la vie sur la réception de ses produits et lui faciliter la vie aussi peut-être pour remonter des problèmes. C'est-à-dire que parfois, il a reçu un produit, il ne le réceptionne pas pour une bonne raison, parce que la commande n'est pas complète, parce que la commande inclut un défaut, etc. Mettre un outil permet aussi de remonter ces erreurs qui vont directement aller chez le fournisseur. Et le fournisseur, ayant été au courant de ce problème-là, ne va pas enclencher des litiges, il va essayer de corriger le problème avant d'engager, si besoin, si c'est de mauvaise foi, d'autres actions. Donc la réception est très importante à gérer également. Troisième étape, c'est la comptabilité. Et là, je vous encourage à vous pencher sur la facturation électronique. Quand je parle de facturation électronique, ce n'est pas nécessairement de brancher complètement les ERP de vos fournisseurs avec votre ERP à vous. Ça, ce sont souvent des projets qui sont très complexes, coûteux et longs, qui sont intéressants que pour vos fournisseurs stratégiques sur lesquels il y a beaucoup de volume de transactions, mais qui ne sont pas du tout pertinents sur des fournisseurs de classe C. Par contre, ce que vous pouvez faire très facilement sur les fournisseurs de classe C, c'est d'inviter tous ces fournisseurs à charger une copie PDF de leur facture dans votre outil e-procurement, que ce soit eux qui fassent la réconciliation de cette facture-là avec la commande qui a été générée, ce qui garantit à la fois le fournisseur de facturer au bon montant, ce qui garantit le fournisseur que vous avez réceptionné la facture et qu'elle sera payée à temps. Et vous, de votre côté, ça élimine tous les litiges qu'il pourrait y avoir de différence de montant ou de quantité entre la facture du fournisseur et la commande du fournisseur. Et donc ça, c'est super important. J'ai une question pertinente de Vanessa qui me dit que est-ce que c'est intéressant de faire du self-billing? C'est-à-dire, le self-billing, c'est le fait de générer la facture du fournisseur soi-même, c'est-à-dire pour le compte du fournisseur.
Alors, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément, mais malheureusement, qui est très contraignant en termes législatifs. Parce que pour faire ça, pour être en mesure d'éditer une facture pour le compte de son fournisseur, il vous faut absolument l'accord du fournisseur écrit. Et par définition, ça marche bien sur un achat stratégique avec un fournisseur récurrent, et aucun problème pour le faire, mais c'est quasiment impossible de le faire sur des achats spot, puisque par définition, il faudrait que vous demandiez à chaque fournisseur l'autorisation de générer une facture pour son compte. Et donc, du coup, ben, si vous faites ça, autant qu'il vous facture directement, ça prendra autant de temps. Et je n'ai pas encore trouvé la faille, entre guillemets, juridique pour l'inclure directement dans les conditions générales d'achat, par exemple, en disant, ben, si je vous achète ça, par défaut, vous acceptez que je génère pour votre compte la facture. Il faut absolument un accord écrit signé du fournisseur, à aujourd'hui du moins. Donc, cette solution ne marche pas encore. Par contre, la solution qui fonctionne, je vous dis, c'est vraiment d'inviter vos fournisseurs à se connecter sur votre portail fournisseur, qu'ils chargent la facture, qu'ils la réconcilient. Et là, votre service comptabilité, elle va gagner un temps monumental de traitement des factures. Tout sera déjà réconcilié, tout sera déjà scanné. Aucun litige ne sera passé parce que le fournisseur ne sera pas autorisé à charger une facture qui n'est pas réconciliée correctement à la commande initiale. Et vous allez gagner un temps énorme en litige, en traitement de la facturation. Et en plus, en faisant ça, vous avez un autre levier qui est lié indirectement à la dernière partie, qui est le coût des flux, même si je ne l'ai pas noté, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du reverse factoring. Alors, c'est un mot barbare qui veut dire que vous allez proposer au fournisseur de le payer en avance, donc avant le délai de paiement convenu, en échange d'une réduction du montant de la facture qui va osciller entre 0,5 et 3-4% du montant de la facture. Ce qui en ce moment est pas mal, puisque finalement, on va dire, si on prend la moyenne à 2% d'une facture payée 30 jours avant, c'est équivalent à un taux d'intérêt de 20 ou 24% l'année. Pour vous et pour le fournisseur, bah, ça lui paraît cher, mais ça lui coûte quand même beaucoup moins cher, soit que d'emprunter, soit que de le mettre en affacturage. Et donc, cette possibilité, ce qu'on appelle du reverse factoring, vous pouvez le faire uniquement quand vous êtes capable de le mettre sur un outil en ligne. Vanessa me demande si c'est comme un système d'escompte. Oui, c'est un peu comme un système d'escompte, exactement. C'est qu'on va proposer finalement au fournisseur, bah, si je te paye plus tôt, tu me fais une réduction sur le montant de la facture. L'idée d'une facturation électronique et d'avoir un outil, c'est que vous allez l'automatiser. C'est le fournisseur lui-même qui va activer le fait d'être payé maintenant ou d'être payé un peu en avance. Et tous les calculs se feront en automatique pour régler la facture en fonction de l'accord que le fournisseur a demandé. Ça facilite énormément aussi la croissance de votre fournisseur. Donc, c'est vraiment un gain pour lui, puisqu'il peut activer ça en fonction de son besoin de trésorerie. Et c'est super important par rapport à la facturage classique, parce que la facturage classique, la factureur va vous dire, moi, je prends toutes vos factures, que vous ayez besoin de trésor ou pas. Alors que le reverse factoring, bah, ça permet pour le fournisseur de l'actionner uniquement quand il a besoin de trésor, et donc de perdre 2-3% sur le montant de sa facture. Et quand il a suffisamment de trésor, il attend que vous le payiez à échéance. Et pour vous, ça fait des économies en plus relativement faciles à générer. L'autre point pour optimiser la gestion des flux, c'est d'utiliser des cartes achats. Les cartes achats, je vous disais, ça a des avantages, c'est que ça flexibilise, ça simplifie les processus achats. Nous, chez BME, on génère ces cartes achats généralement par département pour nos clients. Donc, on leur donne un numéro de carte achat avec un budget. Donc, on a un budget qui est clair, un montant qui est alloué et distribué par notre client sur cette carte bancaire en particulier. Et ensuite, on a tout un processus de circuit de validation pour utiliser cette carte bancaire. Donc, ça facilite les flux. Ce n'est pas forcément moins cher parce qu'une carte achat, ça coûte, on va dire, un abonnement déjà par mois. Ça peut coûter à la transaction. Alors, ce n'est pas forcément vous qui le payez, c'est parfois le fournisseur qui le paye. Mais le fournisseur qui le paye, il vous le répercute indirectement dans son prix. Et puis, vous n'avez pas 100% de traçabilité et vous avez toujours cette problématique de gestion des notes de frais avec une carte achat. Mais néanmoins, sur certaines typologies d'achat, c'est sympa. Un autre point important sur la carte d'achat, c'est que si vous payez en devise, la banque va généralement vous mettre des frais complémentaires pour tous les achats en devise qui peuvent être parfois beaucoup plus élevés que si vous utilisez des moyens de paiement classiques. Donc la carte d'achat, c'est bien. Je ne suis pas convaincu que ce soit mieux que d'externaliser complètement ces achats avec des flux bancaires classiques.
Donc voilà les différents leviers que vous devriez mettre en place pour optimiser 100% de vos achats, puisqu'une fois que vous avez mis en place ces différents leviers, vous allez pouvoir contrôler 100% des flux et surtout obtenir des reportings. Et ces reportings achats vont vous permettre de vous repositionner en vous indiquant, ben, finalement, avec le recul, toute cette typologie de dépenses, je devrais la faire migrer sur un fournisseur panel ou sur un nouveau fournisseur que je vais négocier. Mais vous pouvez le faire, cette stratégie, uniquement si vous avez de la donnée et de l'information sur cette queue de comète de vos achats. Alors, j'ai fait qu'un slide vraiment pour présenter ce que nous, on propose chez BME. Après, je reviendrai un peu plus sur le process. Mais pour vous montrer que nous, on est vraiment spécialisé sur cette optimisation de cette typologie d'achat. Donc, c'est la typologie d'achat, je me répète, c'est les catalogues, donc le fait de mettre une marketplace, les non standards et de traiter vraiment cette partie juridique et le sourcing de 3 devis, et le tail spend, donc les achats sauvages purs qu'on va prendre en charge pour votre compte directement. Le principe, il est assez simple dans la mise en place, c'est que vos collaborateurs en interne font une demande d'achat auprès de BME, idéalement sur notre outil Sourcing Force. Ce n'est pas obligé. Nous, on met un outil qui a été développé pour optimiser ces achats spot, mais on peut très bien passer par des circuits classiques. Et surtout, chaque commande est autorisée à BME au profit d'un fournisseur spécifique. C'est-à-dire, vous ne passez pas une commande à BME sur un montant de 2 000 euros et BME fait ce qu'il veut après. C'est la commande est générée pour BME pour un fournisseur qui a été qualifié et le montant a été qualifié. De notre côté, on va s'assurer que le fournisseur accepte les conditions générales d'achat qui sont les vôtres, qui va accepter le montant et les délais de livraison. Donc cette confirmation est très importante puisque c'est là qu'on va prendre en charge tout le suivi de la commande derrière pour être sûr que ce soit réceptionné correctement par vos collaborateurs. Ensuite, on va vous émettre une facture unique mensuelle. Donc tous les mois, on vous enverra une facture sur tous les achats de classe C que vous avez fait. C'est-à-dire que votre direction comptable va être grandement facilitée par un standard unique de facture, ce sera une facture avec le même format, sur lesquels on peut même brancher de l'EDI, et vous allez pouvoir analyser la conformité par rapport à votre commande d'achat initiale. C'est-à-dire que nous, on ne générera jamais de facture sans qu'il y ait un numéro de commande associé. Et enfin, une fois que tout est réglé, on va payer le fournisseur. C'est nous qui payons le fournisseur directement en utilisant tous les moyens nécessaires, donc le multidevise, les moyens de paiement particuliers qui doivent être gérés. Et on va bien entendu, si possible, négocier pour votre compte les conditions générales d'achat, les tarifs et le délai de paiement. Et donc là-dessus, on va s'engager également à vous fournir du reporting sur toutes les économies que nos acheteurs en interne ont générées sur cette typologie d'achat. Si vous avez des conditions négociées chez vous, bien entendu, on les applique. Si vous avez par exemple un catalogueur sur lequel vous avez des conditions négociées, on va intégrer votre catalogue dans Sourcing Force. Vous verrez vos tarifs à vous. Si on a le même catalogue, par exemple, négocié chez nous et qu'on a des meilleures conditions, on vous le fera savoir pour vous indiquer, écoutez, est-ce que vous souhaitez passer votre commande dans notre catalogue et des tarifs mieux négociés? On le demande parce que parfois vous avez des volume rebates, c'est-à-dire des engagements avec votre fournisseur qui fait que vous avez un gros volume rebate à la fin de l'année et vous allez me dire, bah non, je préfère passer quand même par mon catalogue parce qu'à la fin, j'ai 5, 10, 15% de volume rebate et finalement, bah, ponctuellement, ça ne vaut pas le coup pour moi de passer par vos conditions à vous. Mais tout ça est transparent dans la solution. Vous pouvez définir les règles. Ce qui est très important, c'est que tout est configurable. Et une fois que c'est configuré, on automatise quasiment tout le flux. C'est-à-dire qu'on a des équipes derrière qui vont tout contrôler, des acheteurs et des approvisionneurs, mais on a contrôlé le flux digital pour faire en sorte que tout le monde gagne du temps, aussi bien chez vous, chez nous bien entendu, c'est notre cœur de métier, mais aussi chez le fournisseur qui va pouvoir récupérer ses commandes en automatique, parfois directement intégrées euh, dans leur propre ERP. Donc pour faire simple, BME devient votre fournisseur préféré en remplaçant des milliers d'autres fournisseurs que vous auriez dû créer dans votre ERP. En termes de valeur ajoutée, on applique des règles strictes, le no PO no pay, c'est-à-dire que quand vous nous engagez une commande, on fait en sorte de ne jamais engager une commande sans avoir une validation, une commande ferme de votre part. On va générer des factures électroniques, donc une facture unique pour tous vos achats spot.
On s'engage à vous donner tous les mois un reporting avec une vision claire et détaillée de tous les achats que vous avez faits, parfois même sur votre propre catégorisation achat, si vous le souhaitez, sinon on utilise la nôtre par défaut. On gère pour votre compte les différents taux de TVA, y compris les TVA intracommunautaires, y compris les TVA étrangères quand il y en a, et on fait en sorte de se charger administrativement de récupérer cette TVA. Et de votre côté, on vous facture avec une TVA unique, ce qui est beaucoup plus simple également pour votre comptabilité, puisqu'ils vont avoir que de la TVA à 20% si on est en France. Et puis, on travaille beaucoup avec la Suisse, la Belgique et d'autres pays, avec la TVA correspondante dans chacun des pays. On se charge aussi de toute la partie douanière, qui peut parfois être compliquée. Et pour l'anecdote, on a beaucoup commandé de masques, de gel hydroalcoolique, de plaques de plexi en 2020 pour le compte de nos clients. Et croyez-moi que cette expertise dans la gestion des douanes en pleine crise, quand on était en avril l'année dernière, nous a permis de sortir du lot et de sauver, entre guillemets, j'exagère un peu, mais de sauver pas mal de nos clients pour la continuité de leur activité en étant capable de leur fournir des masques en temps voulu, selon les normes exigées. Et donc ça fait partie de nos compétences. Ensuite, on peut vous mettre à disposition des cartes achats, donc qui vont être utilisées par vos départements, qui vont être pilotées par BME et qui, derrière, permettront également d'avoir des reportings précis sur qui a acheté, qu'est-ce qui a été acheté, les petites facturettes ou les factures à récupérer au fur et à mesure. La gestion des e-catalogues. Donc, on a un outil dédié à la mise en place de marketplace B2B pour nos clients. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que, comme je vous le disais, nous-mêmes, de notre côté, on fait en sorte de rajouter en permanence des nouveaux catalogues. Et dès qu'on a un volume suffisant, on fait en sorte également de négocier des tarifs en groupement d'achat auprès de ces catalogues. Donc, en plus de vos propres catalogues, si vous le souhaitez, vous pouvez dire je veux tel catalogue à rajouter parce qu'il manque, on va dire, dans mon panel. Je n'ai pas le temps de lancer un appel d'offres, donc à l'attendant, autant prendre un catalogue négocié par BME. Et puis le jour où je peux négocier mon propre catalogue, je viendrai le remplacer très simplement via mon accès dans Sourcing Force. Et enfin, le fait d'être un fournisseur unique, ce qui vous permet d'avoir une facture, une condition de paiement également, pour tout un ensemble de factures, une seule devise également. Donc ça facilite énormément le délai de prise de commande pour vos collaborateurs et ça facilite toute la partie administrative, financière et comptable en interne. Dernier point nous concernant, c'est la partie interfaçage. Bien entendu, vous êtes tous équipés déjà de RP, vous êtes tous équipés parfois de solutions e-achat également. Nous, on a mis en place sur la majorité des outils du marché des interfaces API qui permettent de connecter Sourcing Force, les catalogues intégrés dans Sourcing Force également, soit en mode punch-out, soit en mode API classique, dans vos outils existants. Notamment, nous, dans les outils les plus utilisés chez nos clients, ça va être du SAP, du Ariba, du Evalua également. Alors, j'allais dire Determine, mais maintenant il s'appelle Concentrix. Donc, on fait en sorte d'être interconnecté avec vos outils pour éviter à nouveau qu'il n'y ait aucune ressaisie et on s'adapte ensuite au process interne pour faire en sorte que tout soit le plus simple possible dans la gestion. Alors, si je vous donne un exemple, on va dire un business case aujourd'hui qu'on a mis en œuvre chez Rolls-Royce. Rolls-Royce nous a confié donc à la fois leurs achats spot, mais également la mise en place d'une solution e-achat pour optimiser ces achats-là. Donc, il y avait la phase projet, la mise en place de la place de marché e-catalogue, la gestion de la relation fournisseur, puisque finalement, on devient le client de ses fournisseurs, et l'automatisation des bons de commande et de l'externalisation et surtout du suivi de ces commandes, parce que plus on va être sur des commandes de classe C sauvage, et plus le suivi de ces commandes va être compliqué, puisque par définition, on va être sur du service ou sur des fournisseurs un peu originaux dans leur manière de travailler, et donc ça va engager pas mal de ressources humaines pour le coup chez nous, pour faire en sorte d'être certain que vous retrouvez derrière les informations. Et puis la gestion de la facturation, bien entendu, où nous, pour le coup, on fait en sorte au maximum de proposer aux fournisseurs de nous intégrer les factures reliées directement à notre numéro de commande pour nous faciliter notre gestion interne. Vous imaginez bien que tous les leviers d'optimisation que je vous ai donnés, que je vous invite à intégrer chez vous, nous, on les a déjà intégrés chez nous.
pour fluidifier au maximum cette possibilité. Et puis l'intégration ERP, bien entendu avec Rolls-Royce pour faciliter. Et je vois quelques questions sur le chat. Les ERP, on ne les a pas tous, hein, qu'on soit clair. Par contre, la manière d'interfacer un ERP, une fois qu'on en a fait une dizaine ou une quinzaine, c'est la même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même sur SAP, on n'a pas une interface unique. Chaque version de SAP a sa propre manière d'être interfacée. Donc, on a les bases et ensuite, on rajoute des champs, on enlève des champs, on change la manière d'envoyer les informations. Donc, effectivement, si vous bossez, là, je vois sur le chat M3, C-Log, Microsoft Dynamics, etc. On va s'adapter ensuite à ces interfaçages-là avec soit votre infogéreur, soit avec votre équipe IT en interne. Sur le processus, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Vos collaborateurs, finalement, vont se connecter à SourcingForce et vont, à travers SourcingForce, accéder soit au catalogue, soit à du hors catalogue. Donc, le hors catalogue, ça va être typiquement les achats non standards et les achats sauvages. Cette partie catalogue va être interfacée en punch-out avec votre ERP si besoin. Donc, tous les catalogues fournisseurs sont interfacés avec SourcingForce en hébergé ou en punch-out. Et SourcingForce, le cas échéant, est interfacé avec votre ERP. Une fois que votre collaborateur fait sa demande d'achat, il accède donc à un formulaire dédié. Ce formulaire dédié peut intégrer des champs spécifiques à chaque client. Donc, si vous avez besoin de rajouter un cost center, une famille d'achat, un collaborateur divers, une information sur un code projet, etc., on l'intègre par défaut et uniquement pour vous dans ce formulaire dédié. Derrière, cette demande d'achat va passer dans un circuit de validation, en général chez vous. Alors, soit dans votre propre ERP, ce circuit de validation, et là, on a une API qui permet d'interconnecter à ce moment-là la demande d'achat dans votre ERP, soit le circuit de validation peut être configuré toujours dans SourcingForce, ce qui est beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde puisqu'il reste sur la même plateforme, mais c'est optionnel. Une fois que le valideur a confirmé la commande, le bon de commande va être émis chez vous d'abord pour nous l'envoyer, et nous, de notre côté, on va émettre ce bon de commande en quasi instantané chez le fournisseur pour ne pas perdre de temps. Et c'est là que nos équipes vont vraiment rentrer en jeu, notre équipe d'approvisionneurs, puisqu'ils vont prendre chacune de vos demandes d'achat, transformer en commande, et ils vont valider avec le fournisseur, soit par mail, soit via le portail, soit par téléphone, que le fournisseur a bien pris en charge la commande, qu'il accepte tous les termes de la commande et qu'il nous donne absolument une date de livraison estimée, parfois assez difficile à obtenir. Mais si on ne l'obtient pas, on demande une date de livraison estimée et on va faire en sorte de faire le suivi tout au long de cette commande pour être sûr que la date de livraison estimée est respectée. Et si elle n'est pas respectée, vous serez alerté en permanence pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. La livraison étant effectuée, vous pouvez effectuer la réception aussi bien dans SourcingForce que dans votre outil. De la même manière, on peut mettre en place des API pour gérer cette réception, c'est-à-dire que ça va pousser l'information dans SourcingForce ou inversement, ça va la pousser dans votre ERP. Et donc, une fois la réception validée, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la gestion des paiements. Nous, on va vous générer une facture sur cette partie réception de produit, c'est-à-dire qu'on vous facture uniquement quand vous réceptionnez le produit. Et une fois que vous nous avez réglé cette facture, bien entendu, c'est nous qui allons payer le fournisseur en confirmant effectivement que tout est en ordre et passer à la suite. Et tout ce processus donc, est matérialisé à la fois dans SourcingForce et dans des processus internes dans BME pour permettre finalement de générer un reporting et un suivi complet de toutes ces étapes. On vous met en place en fait des indicateurs également qui vous indiquent par exemple le temps passé pour passer de la demande d'achat à la commande, de la demande d'achat en accusé de réception, combien de temps nous on a mis pour récupérer l'accusé de réception, sachant qu'on fait en sorte d'avoir un engagement de 24 heures pour récupérer l'engagement de réception. Pareil pour la date de livraison estimée, on met des engagements de notre côté pour faire en sorte que vous ayez un suivi de notre qualité et de la performance vraiment de tout ce suivi-là. Y compris bien entendu sur les litiges factures, mais on n'en a quasiment pas de litige facture puisque finalement on vous facture que à réception, donc on fait en sorte que tout soit nickel avant même d'avancer.
Donc, les engagements de BME, je vous disais, traiter les commandes en moins de 24 heures, récupérer les accusés de réception fournisseurs en moins de 24 heures, 48 heures dans certains cas quand on est sur des commandes à l'étranger notamment. Le fait que tous nos approvisionneurs suivent et anticipent les livraisons pour éviter tout retard. La mise à disposition d'une solution IHA. Je rappelle d'ailleurs que c'est la solution IHA Sourcing Force. Je vous la présente aujourd'hui sur l'angle achat spot, mais c'est une vraie solution IHA que vous pouvez utiliser également pour passer vos achats en direct chez les fournisseurs. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous pouvez très bien mettre en place une solution IHA pure en interne et ne passer qu'une partie des achats en externalisé à la demande. Vous avez une simple coche à mettre sur la demande d'achat pour que ça parte chez BME en externalisation plutôt qu'en direct chez les fournisseurs. Pareil, bien entendu, pour la partie catalogue. L'archivage accessible à tout moment. Donc vous pouvez à tout moment vous connecter et voir où ça en est, tous les documents qu'on a récupérés, les devis, les accusés de réception, etc. Tout est enregistré sur la commande qui a été générée dans Sourcing Force. Donc une transparence totale sur les offres fournisseurs. On n'est pas du tout payé, nous, par volume rebate ou autre. On vous met à disposition le prix proposé par le fournisseur. Donc on n'a pas de paiement caché ou de commission cachée. Tout est transparent dans la commande. La possibilité de mise en place d'une facturation 100% dématérialisée, la vigilance légale qui est assurée par le module Vigilégal de Sourcing Force, c'est-à-dire que c'est nous qui allons récupérer pour toutes les commandes de sous-traitance les documents obligatoires. Et ensuite, on partage votre charte achat, votre code de conduite, vos terms and conditions auprès du fournisseur pour faire en sorte que vous ayez vraiment les mêmes conditions que vous soyez sur de l'achat stratégique que sur l'achat chez le traiteur. Et puis, si le fournisseur refuse, ben, on vous demande l'autorisation d'exception avant d'engager la dépense. Et bien entendu, ben, tout ce processus est clairement défini et on le partage avec vous. On l'amende si besoin également par rapport à vos processus internes. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette présentation. Quelle heure il est? Je vais même pas regarder l'heure. 10h09. Ah bon, on a presque tenu les délais. J'ai été un peu long. J'espère que tout le monde a bien suivi toute la présentation, que vous n'êtes pas ennuyé, que ça vous a apporté pas mal de leviers d'optimisation sur la partie vraiment gestion des achats spot. Il y a énormément de choses à faire. On parle effectivement de 30% de la dépense totale dans une entreprise sur ces achats, sur cette partie-là. Mais n'oubliez pas que le coût, il n'est pas uniquement sur la dépense, il est énormément sur la gestion finalement administrative de ces achats. Le fait de piloter, le fait d'éviter des achats qui ne sont pas nécessaires dans l'entreprise, hein, comme on dit souvent, hein, le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas. Et typiquement, dans les achats sauvages, il y a énormément d'achats qu'on ne devrait pas faire. Soit parce que le produit est déjà disponible. Je vois le nombre d'achats, moi, qui sont faits dans les entreprises alors qu'ils ont déjà acheté, voire même si ça pourrit dans un stock, parfois les informations, et on ne l'utilise pas. Le fait vraiment d'optimiser, de mieux contrôler, vous permet clairement d'optimiser tout ça. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser sur le chat. Si vous voulez lever la main et parler, vous me le dites, et puis j'autoriserai également l'audio. Et puis sinon, bien entendu, je vous enverrai à tous le support de cette formation. Normalement, elle est enregistrée, donc vous aurez également l'enregistrement vidéo qui sera posté sur YouTube dans quelques jours. Et puis, je vous invite surtout à nous contacter si vous avez des projets ou nous contacter juste si vous avez des questions et même si vous ne voulez pas forcément passer par nos services, mais on sera ravis, moi le premier, à répondre et à vous aider dans cette réflexion-là. On anime plein comme ça de séminaires, de podcasts pour échanger ensemble sur l'amélioration, on va dire, des achats de manière générale. Donc, n'ayez pas peur de nous contacter, même si c'est juste pour demander une information, même si c'est juste pour demander un conseil. Ne vous dites pas qu'on est là juste pour être des commerciaux à vous forcer la main sur quoi que ce soit. On est plutôt des passionnés. Moi, le premier, vous le voyez, je pense, depuis plusieurs années déjà dans ce domaine-là. Donc, pas de problème pour discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère pouvoir vous discuter avec vous prochainement. J'animerai comme ça de temps en temps des webinars sur différents sujets. Si vous avez des sujets en particulier que vous souhaitez voir, n'hésitez pas également à m'envoyer un mail.
à moi ou à mon équipe pour leur dire, bah, tiens, j'aimerais bien qu'on aborde tel sujet, je ne sais pas, sur la négo, sur le sourcing international, sur comment mettre en place une cartographie achat, que sais-je, tous les points sur lesquels je pourrais vous partager mon expérience d'acheteur sur ces domaines. Merci à vous, à bientôt, et puis bonne continuation, bon courage pour 2021.